Bonjour, chers étudiants en licence. Permettez-moi d'abord de me présenter. Je suis Amni Moustapha Ndaw, professeur de technique d'expression et de communication. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le CV et la lettre de motivation. Mais pour cet instant, nous allons d'abord vous présenter le CV. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord partager les objectifs de ce cours, ce qui est tout à fait normal. Alors, l'objectif visé est de vous amener quand même à pouvoir rédiger un curriculum vitae en bonne et due forme, quel que soit le secteur d'activité que vous avez choisi pour travailler. L'autre objectif spécifique est relatif simplement à la lettre de motivation que ma collègue Madame Pendeli vous présentera. Alors, le curriculum vitae. Intéressons-nous d'abord des objectifs. Quand est-ce qu'on doit produire un curriculum vitae? Parce que ce n'est pas un document qu'on produit quand on veut et comme on veut, comme on dit. Il faut avoir ce qu'on appelle des objectifs. Donc, le curriculum vitae peut nous aider à avoir ce qu'on appelle des entretiens. Entretien de stage, entretien d'embauche. Parce que c'est ce document-là qui permettra à notre virtuel ou futur recruteur d'avoir un aperçu sur notre parcours scolaire, sur notre parcours professionnel. Donc c'est pourquoi on doit rédiger ce document pour l'aider à cerner un peu notre personnalité, nos compétences. Donc c'est en ce sens simplement qu'on peut prendre sur nous la responsabilité de produire un curriculum vitae. C'est donc un projet personnel. Alors, quelle activité ou bien quelle profession nous voulons exercer? Alors, c'est l'occasion donc pour nous de rapporter tous les éléments qui peuvent aider notre recruteur à comprendre notre situation professionnelle, nos compétences. C'est en ce sens maintenant qu'on dit que c'est un projet personnel. Alors, comment doit-on rédiger un curriculum vitae? Parce que c'est un document qui a un fond spécifique et aussi une forme spécifique. Pour l'instant, intéressons-nous d'abord du fond. Donc, au niveau du fond, on peut distinguer 4 grandes parties ou rubriques. Nous avons la première rubrique intitulée État civil ou coordonnées de celui qui rédige. Deuxième rubrique, c'est-à-dire les titres ou formations que nous avons eu à faire. Et troisième rubrique, l'expérience professionnelle que nous avons. Et quatrième et dernière rubrique, ce qu'on appelle les langues. Alors, j'ai dit 4, mais il peut y avoir 5, ce que j'appelle souvent cinquième rubrique qui n'est pas du tout obligatoire. C'est ce qu'on appelle souvent les centres d'intérêt. C'est un supplément d'information que nous devons donner à notre futur recruteur. Alors, pour l'état civil, c'est simplement donner nos coordonnées, prénom et nom, adresse, mail, numéro de téléphone, ainsi de suite, pour permettre le contact facile entre l'éventuel recruteur et nous. Si jamais notre dossier retient l'attention du recruteur, alors il voudra immédiatement nous contacter. Donc, il faut multiplier les chances, bien les possibilités de contact par rapport simplement à un éventuel appel ou bien un éventuel envoi de courrier ou de correspondance, si vous voulez. Alors, les titres de formation, ça c'est spécifiquement par rapport à la formation académique et peut-être rarement professionnelle. Parce que quand on parle de titre de formation, c'est une formation qu'on a déjà subie, qu'on a déjà faite et qui nous permet d'avoir un diplôme qui atteste que nous avons subi telle formation. Je peux donner l'exemple de la licence par exemple. Donc, la licence, c'est un diplôme académique. Il peut combiner peut-être des connaissances académiques et des connaissances professionnelles. Mais quand on parle d'expérience professionnelle, là, on pense au vécu. Donc, ce que vous avez fait, ce que vous avez acquis comme expérience et ce que vous avez réalisé comme activité. C'est pourquoi on parle d'expérience professionnelle. Et n'oubliez pas que les stages font partie de cette expérience professionnelle parce que les stages, c'est la première phase pratique donc de la profession. Nous avons acquis des connaissances théoriques, mais pour aller les dérouler sur le terrain, c'est ça qu'on appelle les stages. Donc c'est ça, on met en pratique les connaissances académiques que nous avons acquises. Rubrique, ce sont les langues. Alors, le médium de communication, la langue. Il faut au moins maîtriser 3 langues.
Mais quand on parle souvent de langue, les gens ont tendance à oublier les langues locales. Parce qu'on occupait des postes dans des milieux un peu reculés. Alors que la langue dominante n'est ni le français, ni l'anglais. Mais la langue peut être le sérère, ou bien le diola, ou bien le soninké. Alors, pour entrer en contact direct avec la population, avec l'éventuelle clientèle, alors pour que la communication passe, que vous compreniez mieux l'environnement donc, où vous travaillez, il serait mieux que la langue du milieu soit un peu maîtrisée. C'est pourquoi souvent on vous demande de mettre quelques langues locales que vous avez maîtrisées. Le Wolof, le Sérère, le Poulard par exemple. En plus des langues scolaires que vous avez apprises. Si vous avez aussi la chance de fréquenter un pays européen ou, je ne sais pas moi, asiatique, et que vous avez séjourné là-bas pendant un bon moment, alors c'est une occasion donc qui montre que vous avez maîtrisé ces langues-là, parce que vous ne pouvez pas aller en Angleterre, par exemple, y passer 1 an sans pouvoir s'exprimer correctement en anglais, parce qu'il y a l'anglais, ce qu'on appelle l'anglais de l'Angleterre, et l'anglais académique. Autant les professeurs de langue étaient envoyés dans les pays qui correspondent à la langue choisie de leur spécialisation. Par exemple, je suis professeur d'espagnol, à la fin on m'envoie en Espagne pour faire ce qu'on appelle un bain linguistique. Ce qui me permet de prononcer comme les Espagnols, mais aussi de pouvoir bien entendre ce que les Espagnols disent en espagnol. Souvent, c'est comme ça. Donc, c'est pourquoi les langues aussi constituent vraiment une rubrique intéressante. Alors, je parlais de cette dernière rubrique, qui n'est pas obligatoire, ce qu'on appelle divers ou centres d'intérêt. Là, c'est montrer simplement que vous n'êtes pas limité uniquement aux activités académiques ou bien professionnelles, mais vous intéressez aussi à ce qui se fait au niveau de votre environnement, de votre quartier, de votre ville. Donc, vous participez à des associations, vous vous activez en conséquence. Vous avez quelques compétences sportives, par exemple. Si vous êtes un athlète professionnel, mais il est bon de le dire, parce que si votre employé, donc, ne vous donne pas l'autorisation d'aller participer à des compétitions internationales, par exemple. Vous appartenez à un club, vous êtes membre d'un club professionnel qui doit aller faire des compétitions au niveau international. S'il n'est pas au courant de ce statut, alors le moment arrivé, si vous voulez vous libérer pour aller participer à ces compétitions, ça peut poser un blocage, parce que ce serait nullement mentionné sur le CV. Donc, il ne faut pas minimiser simplement cette information. Donc, ça prouve également votre dynamisme et votre esprit d'équipe participatif. C'est très bien, il faut mettre ça dans le CV, dans cette rubrique-là qu'on appelle divers ou centres d'intérêt. Si vous détenez aussi le permis de conduire, ça peut vous avantager, ce que j'ai l'habitude de dire toujours aux étudiants, parce que le recruteur, c'est le privé, c'est la recherche du profit. Alors, si vous êtes qualifié dans un domaine donné, alors lors des interventions, alors le recruteur sera obligé de mettre un véhicule et un chauffeur à votre disposition. Vous voyez, le chauffeur est recruté, il est payé, il est pris en charge. Mais si jamais vous détenez votre permis de conduire, par exemple, s'il sait que vous savez conduire, alors en ce moment-là, il peut peut-être vous augmenter une petite prime, vous attribuer une petite prime qui ne fera même pas la moitié du salaire de l'éventuel chauffeur qu'on aura à recruter pour vous. Et là, c'est un plus par rapport aux autres qui ne détiennent pas un permis de conduire. Ça aussi, ça fait partie des éléments à ne pas minimiser. Donc, si vous avez un permis de conduire, mettez-le. Bon, actuellement, dans certains centres de formation, donc, on a inséré même cette rubrique-là dans la formation, comme élément, comme sorte d'unité. Donc, pour qu'à la fin, donc, où tout étudiant qui sort simplement de cette école doit détenir à la fin un permis de conduire, parce qu'on les aura vraiment formés dans ce domaine. Après le fond, il y a ce qu'on appelle la forme, c'est-à-dire la présentation, la personnalité, si vous me permettez, la personnalité du CV. Parce qu'on ne présente pas un CV n'importe comment. Donc, votre CV doit être propre, doit être lisible, et parfois même, s'il est permis, d'adjoindre votre photo format identité. Quand je dis le CV doit être propre, parce que la lecture doit être vraiment aisée. Ça ne doit pas être un CV où vraiment pour exploiter le document, on est en train de fouiller à gauche et à droite, qu'est-ce qu'il veut dire ici, bon, cette phrase-là s'arrête, ou ainsi de suite. Donc vous voyez, la forme est très intéressante dans ce domaine-là. Les rubriques, c'est-à-dire les titres, quand je mets état civil, alors je dois jouer sur les tailles de caractères. Sur les tailles de caractères, pour dire que ça c'est le début d'une rubrique. Et là, les caractères qui constituent les textes, je dois aussi les mettre donc sous une autre police. Ce qui me permettra, ou bien qui permettra au recruteur de voir la progression simplement du CV. Alors,
Dans le CV, il n'est pas autorisé de faire des chapitres. Encore une fois, on ne rédige pas de chapitres. Parce que c'est synthétique, en quelque sorte. C'est simplement des sortes de résumés. On n'a non plus besoin de mentionner tout notre cursus dans le CV. Parce qu'au départ, si vous vous souvenez, on vous avait parlé de projet personnel, de rédiger un CV qui colle au domaine d'activité que vous avez choisi. Donc, il faut prioriser les connaissances dans cette activité-là et de ne pas mettre des éléments qui n'intéressent pas le recruteur parce que ces éléments-là donc ne sont pas intéressants dans ce domaine. Donc, il faut savoir faire un tri. Savoir faire un tri des éléments importants à insérer dans le CV. Alors, maintenant, j'ai vu souvent que dans certains curriculums vitae, les gens ont tendance à utiliser WordArt et mettre un grand titre curriculum vitae, embelli, incolore, encadré. Donc, ça c'est interdit. Ça ne se fait pas. On ne doit pas mettre en haut curriculum vitae. On vient immédiatement, on met les éléments. Parce que c'est seulement le curriculum vitae qui a cette forme. Donc, il n'y a aucune confusion qui est possible. Ne mettez pas curriculum vitae comme en tête ou bien comme titre du document. Donc, il faut éviter cela. Mettez simplement ce qu'on appelle l'identité de l'expéditeur, vous, ce qu'on appelle les coordonnées, comme on l'a dit, l'état civil. Mettez titre ou formation, ensuite expérience professionnelle, ensuite langue, ensuite centre d'intérêt, et voilà, le problème est réglé. Donc, il ne faut pas aller au-delà de ça. Parce que le curriculum vitae ne doit pas être un document long. Il faut avoir au moins un recto. À la limite, un recto et demi. Mais un curriculum qui fait 3-4 pages, alors là, ça pose problème. Cela veut dire que vous y avez mis des éléments qui ne doivent pas être à leur place ici, dans le CV. Donc, faites attention à ça. Il faut faire très bien attention. Le seul moment où on vous a autorisé de faire un paragraphe, de rédiger un paragraphe, c'est quand vous avez un projet qui intéresse l'entreprise. Et que ce projet-là, vous devez l'expliquer dans un court paragraphe pour permettre à l'éventuel recruteur, s'il lit ce projet-là, parce que peut-être vous n'avez pas les moyens pour le réaliser, alors il peut être intéressé par ça. Et ça peut favoriser votre embauche ou bien votre recrutement, ou bien simplement votre acceptation pour faire un stage, ou bien embauche de premier emploi, comme on dit, souvent qui est mis dans le temps. Alors, quand je parle maintenant de la photo, bon, ce n'est pas obligatoire. Si vous jugez que vous êtes élégant, vous êtes beau, alors vous pouvez mettre votre photo format identité en couleur et esquisser un petit sourire, simplement, pour montrer que voilà. Et là, cette photo-là, on doit l'incruster, donc, en haut, à l'extrême droite de la feuille. Donc, ça doit être au même niveau que les coordonnées. Donc, au même niveau. C'est en ce moment, simplement, vous pouvez mettre votre photo, mais ce n'est pas obligatoire. Alors, pour dire que donc, le CV constitue simplement un trait d'union entre celui qui cherche un emploi et l'éventuel recruteur. Ce qui lui permettra de savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous pouvez faire, par où vous êtes passé pour arriver jusque-là. Donc, une manière simplement de se présenter et de dire comment vous travaillez, l'expérience que vous avez capitalisée. Alors, chers étudiants, nous n'allons pas nous quitter comme ça. Donc, je vais vous demander simplement d'établir un petit CV en vous donnant un petit format pour vous dire que voilà, en quelque sorte, la forme d'un CV et les différentes rubriques qu'on doit mettre dans un CV. Si vous parvenez vraiment à le faire, alors je dis que nos objectifs seront atteints. Je vous remercie.